Bon, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'animer ce moment, cette matinale qui donc, comme Josiane Bigot l'a dit, a pour commencement cette espèce de sidération face à ce reportage diffusé sur France 3, mais qui aussi, sans doute, montre des choses qui sont intéressantes, hein, enfin, dont il faut parler, dont il faut pouvoir parler, mais sans doute on a tous été un peu sidérés par ce côté manichéen. Donc, pourquoi faire une matinale? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On m'a demandé de l'animer, j'en suis content. C'est, à mon avis, pour deux choses. Je dirais que les deux grandes idées, ça serait le dialogue et l'imagination. Le dialogue d'une part, puisqu'en fait c'est ça, il y aura plusieurs tables rondes avec des extraits vidéo, c'est-à-dire comment on sort d'un propos uniquement manichéen. Moi, ce que je constate en tant que formateur dans la protection de l'enfance, c'est que la plupart du temps, les solutions idéales n'existent pas, et qu'à chaque fois on est en quête d'avoir une réponse qui ne soit pas la meilleure réponse, mais peut-être la réponse la plus satisfaisante à un moment donné. Donc du coup, c'est forcément du dialogue qu'il nous faut parler, échanger, peut-être s'influencer les uns les autres. Et c'est ça, je crois, l'esprit d'aujourd'hui. C'est non pas du débat, non pas une juxtaposition de points de vue, mais plutôt essayer de faire vivre ce qu'on pourrait appeler un dialogue. Alors évidemment, vous allez me dire, la configuration pour se parler, dialoguer, c'est pas toujours la plus facile, mais on va essayer de faire vivre cet état d'esprit-là. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, c'était aussi la question de l'imagination. Alors imagination, protection de l'enfance, les deux mots ne sont pas forcément liés naturellement, mais l'idée est de dire, ok d'accord, bien sûr la critique, bien sûr le regard critique sur les pratiques, mais aussi qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on veut. Alors là, ça s'appelle ce qu'on en dit et ce qu'on en fait. Et là, je pense qu'il y a cette histoire de à quoi on veut contribuer, qu'est-ce que ça serait une protection de l'enfance peut-être plus audacieuse, qui laisserait plus de place aux personnes qui sont accompagnées et qui oseraient des choses. Et donc du coup, l'autre chose, en plus de cet état d'esprit-là, c'est qu'on avait envie de s'appuyer aussi sur de la vidéo. Du coup, moi, mon métier, c'est aussi d'être réalisateur, et comme l'a dit Josiane Bigot, il y a un film notamment qui s'appelle À tes côtés, et qui est un film dans les yeux en fait de 4 éducateurs que j'ai suivis pendant 1 an, et on va prendre des petits extraits et on va inviter les différents intervenants à réagir sur ces extraits-là. Voilà, en gros c'est ça un peu. Et puis alors, la petite touche, c'est ça. Est-ce que vous avez eu ça? C'est des cartons Essie. En fait, l'idée était un peu simple, c'est de dire, bon, ok, si on a envie d'une matinale aussi un peu contributive, on aimerait pouvoir recueillir, alors vous verrez à différents moments de la matinée, des propositions qu'on pourrait qualifier à la fois, j'aimerais bien des propositions à la fois un peu audacieuses et responsables. Vous savez, pas le truc où on va tout changer, mais en même temps, comment on arrive à être à la fois audacieux dans des propositions qui pourraient être appliquées finalement sans qu'on ait à attendre des années et des années. Bref, donc les petits cartons ici, ils serviront à ça. Mais là, maintenant, j'ai fini de parler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans un premier temps, puisque c'est ça, comme je le disais, ce qui a motivé cette matinée, cette matinale, c'était le fameux film qui s'appelait Les enfants, les sacrifiés de la République. Et donc, du coup, je vous propose de regarder la petite bande-annonce de présentation, et puis après, j'inviterai les premiers intervenants de la table ronde à nous rejoindre. Si vous pouvez dire 2 mots sur vous, et puis après, pas de réaction. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gauthier, j'ai 24 ans, je suis étudiant en droit. Voilà. 2-3 mots. Oui, moi je voulais te dire, la première chose, évidemment, lorsque je vois ce reportage ou sa bande-annonce, c'est que il faut condamner les violences institutionnelles et les maltraitances commises par certains éducateurs. Et elles doivent être sanctionnées, elles doivent être dénoncées auprès de l'autorité judiciaire. Il n'y a rien à négocier sur ce point. Toutefois, je suis sincèrement agacé par ce genre de documentaire, et plus largement, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que des films, il y a aussi des livres qui nous présentent la protection de l'enfance que sous ses aspects négatifs. Alors, je suis profondément agacé par rapport à 2 choses. La première, c'est que cela porte profondément atteinte à la dignité des enfants qui sont protégés.
Ce genre de reportage, ainsi que d'autres écrits qui s'attellent uniquement à nous peindre un tableau noir de la protection de l'enfance, portent atteinte à la dignité des enfants protégés et plus largement les fait exister dans l'espace médiatique qu'à l'aune d'événements dramatiques, de faits violents, etc. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'insérer dans la société, puisse constituer un capital social, si ses camarades de classe voient la veille au soir ce genre de reportage, ou si des employeurs et des formateurs professionnels le voient aussi? Comment voulez-vous qu'ils puissent être partenaires et permettre à ce jeune de s'insérer? Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas les insérer dans des préjugés. Et puis d'autre part, ces reportages et ces écrits sont profondément malhonnêtes. Et c'est le deuxième point qui m'agace beaucoup, c'est que c'est un mépris énorme du travail social. On oublie quand même que l'œuvre éducative, ça n'est pas uniquement un métier, c'est une vocation, c'est une mission. Je pense que la majorité des éducateurs ont choisi de réaliser, par vocation, ce métier. Donc ne montrer que des éducateurs en maltraitant, c'est vraiment, mais eux aussi, les stigmatiser et c'est mépriser tout le travail du quotidien. Et puis ensuite, c'est très malhonnête parce que j'ai été placé durant 18 ans et je ne pense pas avoir toujours été très correct à l'égard de mes éducateurs. J'ai aussi eu ma crise d'adolescence, j'ai aussi eu des moments où je leur ai mal parlé. Bon, je n'ai pas fait preuve de violence physique, mais il y a quand même beaucoup d'éducateurs qui sont quotidiennement victimes de violences physiques et de violences verbales et qui se taisent et qui supportent parce qu'ils le font pour le bien des enfants. Donc ne montrer que des éducateurs qui frappent, je trouve ça un peu malhonnête. Évidemment, l'objectif n'est pas de dire il n'y a pas de violence et il n'y a pas à sanctionner ces violences. Il y en a, elles doivent être sanctionnées, éliminées. Et parce que, mais si vous voulez, ce genre de reportage et ces écrits, parce qu'en plus les écrits, ça a l'avantage que ça peut être relu plein de fois, mais il y a un auteur allemand qui s'appelle Bertold, j'oublie toujours, Brecht, qui disait que, et j'avais envie de leur donner cette citation, qui disait que lorsque, mais je me trompe toujours, mais on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Et en ne se focalisant que sur les crises, déjà, à aucun moment, on se pose la question de savoir pourquoi il y a des crises. Et ensuite, plus fondamentalement, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour lutter contre ces crises. Donc on est dans l'immédiateté, on répond un petit peu à la demande des médias, on fait un show, mais on ne rend absolument service à personne. Et je pense qu'il faut être à tant soit peu courageux. Et être courageux, c'est accepter de faire ce constat, de l'assumer, que l'une des caractéristiques inhérentes à la protection de l'enfance, c'est la violence et le clivage. La violence, pourquoi ? Ce n'est pas stigmatisant, ce n'est pas faire preuve de préjugés. Mais s'il n'y avait pas de violence, il n'y aurait pas de protection de l'enfance. Arracher un enfant à sa famille, c'est énormément violent, même si c'est nécessaire. La vie quotidienne en institution, c'est une forme de violence. Donc, la violence fait partie de la protection de l'enfance. Alors une fois, j'ai entendu une élue dire « I have a dream », que la protection de l'enfance n'existe plus. Alors ce genre de propos est aussi ridicule que ceux qui veulent supprimer, enfin qui dénoncent que les côtés négatifs. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a de la violence et il y a du clivage. Il faut qu'on l'accepte. Et une fois qu'on aura accepté ce constat, on arrêtera de dénoncer la violence, mais plutôt on cherchera à comment l'apaiser. Enfin, je pense qu'à tous, c'est notre première motivation, c'est d'apaiser cette violence. On ne pourra pas l'endiguer, donc ça ne sert à rien de perdre son temps. Voilà. Sinon, je pourrais encore perdre plus de temps à expliquer, mais tout le monde doit pouvoir participer. Et donc, apaiser la violence, ça passe par plusieurs choses qui sont concrètes. On est souvent dans les grands concepts, mais soyons très concrets. Et moi, j'avais envie de donner quelques tout petits exemples. Les bons de vêture, ces espèces de tickets de rationnement des temps modernes. Imaginez la jeune fille qui a 15 ou 16 ans, qui devient coquette et qui se retrouve avec son bon de vêture.
Et en montrant son monde vêtu à la caisse, c'est à peine si elle ne montre pas le cheptel d'où elle vient. C'est une forme inouïe de violence. Sauf que c'est une violence qu'on peut annihiler rapidement, efficacement, sans que ça coûte très cher aux finances publiques. Mais ça nécessite qu'on prenne en compte la parole des anciens, des enfants anciennement confiés, qui peuvent faire part à la fois de ce qui a pu leur faire violence durant leur parcours, et puis d'autre part, ce qui a été positif, pour qu'on puisse, et l'ONPE s'y attelle beaucoup, développer les bonnes pratiques et annihiler les pratiques qui sont génératrices de violence. Donc, et notamment l'ONPE, dans son rapport au gouvernement, au Parlement, dans la page 16 et 17, elle fait état de, et je pense que ça aussi c'est hyper important, de développer des espaces d'échange pour que les professionnels puissent parler, pour qu'ils puissent faire part de leur angoisse, de leurs incertitudes, de leurs difficultés, mais aussi de leur réussite, comment ils y sont arrivés. Je pense que c'est extrêmement important que ce genre d'espace de parole soit développé. On le voit bien, ça s'est très largement développé dans d'autres corps, la fonction publique, comme les pompiers ou les infirmiers. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir permettre des espaces d'échange. Du coup, et j'ai presque terminé. Et il y a aussi, je pense, encore deux autres. C'est la formation. Je pense que c'est extrêmement important que les éducateurs, dans leur formation, apprennent réellement à se remettre en question parfois et à être capables d'écouter la parole de l'enfant. Parce que ça, parfois, ça manque un peu dans les parcours qui sont un peu sinueux. Et c'est lié aussi parfois par une absence de prise en compte de la parole. Donc il faudrait qu'il y ait parfois de la remise en question, écouter un peu plus l'enfant. Et les neurosciences également nous indiquent que la culture du beau et du plaisir permet, notamment tous les enfants qui ont vécu des traumatismes, de pouvoir s'apaiser et de faire diminuer la violence. Donc je crois que c'est notre responsabilité collective de travailler de concert, les anciens enfants placés, de faire remonter et d'être écoutés, enfin de faire remonter ce qui a été positif et ce qui a été négatif, des éducateurs de pouvoir partager leurs bonnes pratiques et également faire part de leurs échecs pour éviter à d'autres de réaliser les mêmes échecs. Donc c'est une capacité aussi d'humilité et de remise en question. Il y a également la responsabilité des pouvoirs publics d'écouter ces anciens enfants placés, mais de les écouter avec discernement et de ne pas promouvoir des psychanalyses publiques qui n'ont pas lieu d'être et qui sont plus destructrices qu'autre chose. Et enfin, bon, évidemment, les pouvoirs publics, et ça j'avais envie de le dire, parce que c'est ma liberté d'expression, je vais aller jusqu'au bout. Quand M. Adrien Taquet, lors de la restitution de la concertation de la protection de l'enfant, disait que l'enfance est le sol sur lequel nous marchons. Oui, c'est très bien, mais j'espère que le sol, avec les moyens qu'on met, ça n'est pas uniquement un lino de bon marché. Il serait peut-être temps de mettre les moyens, de trouver les moyens, d'être courageux sur le plan politique pour trouver les moyens afin de faire en sorte que ce sol, ce soit un beau parquet en chêne massif et bien vitrifié. Je pense qu'il faut être un petit peu courageux. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est une réaction avec plein de branches. Enfin, vous avez ouvert plein de pistes différentes et ça va un peu irriguer d'ailleurs toute la matinée sur plein de thématiques que vous avez abordées. Moi, je retiens aussi l'histoire du fleuve, effectivement, du fleuve. Et parfois, ce qui est le plus violent, c'est effectivement ce qui l'enserre, ce qui l'empêche d'exister, plutôt que le fleuve lui-même. Je voudrais aussi, alors maintenant, du coup, donner la parole à monsieur Stéphane Troussel, qui est président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Par rapport à ce qu'on a vu, à ces images-là, se pose forcément la question de quelle représentation la société aussi a de la protection de l'enfance. C'est aussi son image au sens propre et figuré que l'on montre. Donc est-ce qu'il est possible de montrer autre chose, de donner à voir autre chose de la protection de l'enfance, et pour reprendre les propos de Gauthier, quelque chose qui serait plus complexe, c'est-à-dire qui prendrait en compte les difficultés, mais aussi ce qui fait ressource et ce qui donne de l'espoir et de l'inspiration. Merci d'abord, merci à vous de l'invitation, merci aussi à Gauthier, Arnaud Melchior, avec qui nous nous retrouvons maintenant depuis quelques mois dans un certain nombre de débats. Et finalement, par rapport à la question que vous posez et aux images de cette annonce, de ce reportage télévisé, j'ai envie de dire qu'il y a une forme d'évidence de paradoxe par rapport au sujet depuis quelques mois. Parce que finalement, c'est aussi, il faut le dire,
c'est aussi grâce à ce type de reportage, c'est aussi grâce à ces images, et je vais y revenir parce que je partage assez le point de vue de Gauthier Arnaud Melchior à l'instant, que finalement, enfin, la protection de l'enfance est devenue ou redevenue au devant de l'actualité. À la fois la mobilisation d'un certain nombre de jeunes enfants anciens placés, un certain nombre de coups de projecteur médiatiques, négatifs, mais coups de projecteur médiatiques qui ont obligé la société à porter un nouveau regard, ou en tout cas à se réinterroger sur cette politique publique. Je pense aussi à la tribune des juges pour enfants de Bobigny, qui a remis à nouveau cette question sur le devant de la scène médiatique. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour la société tout entière. Même si, comme élu local, comme responsable public, à la tête d'une collectivité, je le crois, et je veux bien être interrogé, interpellé, mis en question par rapport à la politique que mon département mène, mais une collectivité qui n'a pas à rougir des moyens humains et financiers qu'elle mobilise depuis de nombreuses années, eh bien, oui, ça fait un peu mal. Ça fait d'autant plus mal que je crois aussi que, bien sûr, ces exemples négatifs, ces difficultés, ces violences, ces maltraitances institutionnelles, elles existent, et oui, il faut bien évidemment les dénoncer, sanctionner ces comportements, mais la difficulté, c'est que ça, de fait, en éclairant cette politique publique que par rapport à ces difficultés, ces violences, ces actes insupportables qu'il faut condamner et sanctionner, ça passe sous silence aussi les formidables réussites. Parce que, eu égard au nombre d'enfants concernés, d'enfants et de jeunes concernés, dans mon département, c'est 8700 jeunes qui sont accompagnés, un peu plus de 5000 qui sont placés. Eh bien, ça jette un voile très négatif sur l'ensemble de ces situations. Or, il y a au quotidien des histoires individuelles, des histoires collectives, des histoires d'amour réussies, des destins qui ont été sauvés, des destins réussis grâce à cette politique publique. Et donc, encore une fois, par rapport à son côté à la fois massif et complexe de cette politique publique, il ne faudrait pas finalement que ces situations viennent jeter un voile, encore une fois, négatif sur l'ensemble de cette politique. Alors, ces événements de ces derniers mois, ces mobilisations, ces coups de projecteur, ils ont au moins eu le mérite de faire en sorte que l'ensemble de la société se réinterroge, que l'ensemble de la puissance publique se réinterroge, et y compris, je le dis, que l'État qui, depuis le transfert au département, finalement leur a donné la responsabilité sans forcément toujours se réinterroger sur cette politique, se re-questionne à nouveau sur cette politique publique. Il ne faudrait pas... je ne vais pas reprendre les termes qu'utilisait mon voisin, mais il ne faudrait pas que l'État se contente finalement de dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui va et ce qui ne va pas, sans forcément se réinterroger sur les moyens que l'État contribue à mobiliser aussi, notamment, je le pense, pour traiter des situations d'inégalité sur le territoire. Parce que quand excusez-moi d'insister sur cet aspect, mais quand un territoire est plus en difficulté, soit eu égard à sa situation économique et sociale, celle de sa population, soit sur le plan financier, compte tenu de ses ressources, eh bien la capacité à mobiliser les moyens humains et financiers n'est pas tout à fait la même. Et pour autant, si on regarde la dépense par habitant d'un certain nombre de départements, ce n'est pas toujours, comment dirais-je, corrélé à leur capacité financière. Merci beaucoup pour cette réaction. Je voudrais qu'on continue un petit peu du coup avec un petit extrait donc, qui est issu du film donc, que je viens de terminer qui s'appelle À tes côtés, où j'ai suivi 4 éducateurs pendant 1 an avec l'idée de dire mais comment on peut justement, alors c'était pas en réaction à ce reportage,
mais c'était l'idée de dire comment on peut aussi mettre de la complexité, puisque c'est un monde complexe, vous l'avez dit, chacun à votre manière. Et du coup, là, on se retrouve dans une petite séquence de 5 minutes, où Élise, éducatrice, cherche un lieu de placement pour Cordelia qu'elle accompagne. C'est la séquence du film un peu la plus critique, en tout cas critique parce qu'elle vient, pour moi en tout cas, interroger la question de quelle solution est possible. Et je trouve que cette éducatrice, elle ne fait pas que critiquer, c'est ça qui m'intéressait. Elle dit j'ai envie aussi de monter autre chose, d'alternatives, d'un lieu de vie nouveau, etc. Et elle laisse entrevoir l'idée de dire mais qu'est-ce que ce serait des solutions alternatives, justement, par rapport à cette question des jeunes que l'on dit incasables. Donc, je ne sais pas lequel des deux souhaite répondre. Oui, enfin, il n'y a pas de solution impossible. Hein. Enfin, écoutez, la question les questions qui sont posées à travers ce reportage et ce témoignage, ils relèvent de deux problèmes. C'est à la fois les questions d'hébergement, de logement et de disponibilité des structures adaptées, et c'est aussi la question, notamment, puisque compte tenu du profil de la jeune femme pour laquelle cette travailleur social se mobilise, c'est la question de la pauvreté des jeunes entre 18 et 25 ans. Et donc, c'est deux questions qui sont posées à notre société. Et donc, le Premier ministre, à l'occasion de la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je crois, à l'occasion de la mobilisation du gouvernement sur la question des violences faites aux femmes, a annoncé 5 millions d'euros, la mobilisation de 5 millions d'euros, je crois, pour créer des structures, enfin des places d'hébergement et de logement supplémentaires. Je crois qu'il en a annoncé avec ces 5 millions 1000 places. Mais autant dire que je ne connais pas, parce que ce que dit cette femme, c'est que en fonction de la situation, du profil de la jeune femme, de son parcours, de ses difficultés, et il y a non seulement la question de l'accès à un logement, un hébergement adapté pour pas qu'elle se retrouve soit à nouveau à l'hôtel de manière totalement isolée, soit dans une structure qui ne serait pas adaptée. Il y a besoin d'un accompagnement social renforcé, de qualité, compte tenu de ce qu'elle a vécu. Et autant dire que, moi je fais une règle de 3, 5 millions avec 1000 places, ça fait 5 000 euros par place. Autant dire que je ne connais pas de structure qui va trouver de l'hébergement et faire un travail d'accompagnement social avec 5 000 euros la place. Donc la question des moyens que la société tout entière, au-delà de la protection de l'enfance assumée par les départements, va être capable de mobiliser, notamment pour avoir un logement, des réponses en matière de logement et d'hébergement, c'est essentiel. Les jeunes sortant de l'ASE ou qui sont à 17-18 ans, cette question du logement et de l'hébergement, du logement autonome, c'est crucial. Or, les situations les plus compliquées, elles concernent souvent des territoires très tendus en matière de logement. Et donc, ça décourage les professionnels. On se pose souvent la question de l'attractivité du travail social. Eh bien, là, après quelques heures passées à multiplier les appels téléphoniques, j'imagine l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Et deuxième sujet, c'est quand même notamment, et je pense que notre société va devoir se poser la question, s'il y a quelques années, et loin de moi de dire qu'il n'y a plus de situation de pauvreté chez les seniors ou chez les personnes âgées. Mais enfin, notamment depuis les années 80, la question de la grande pauvreté des seniors ou des personnes âgées a été en partie réglée, ou en tout cas améliorée grâce à l'augmentation du minimum vieillesse et l'ensemble des dispositifs qui ont amélioré la situation des personnes âgées. Quand on regarde le taux de pauvreté, la réalité, c'est que chez les jeunes de 18 à 25 ans, le taux de pauvreté aujourd'hui, il est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population. Et donc, c'est aussi un frein, notamment en particulier pour les jeunes qui deviennent majeurs en sortant de l'ASE, pour poursuivre leur parcours et permettre leur intégration, leur insertion dans la société. Et donc, je pense que nous avons ces deux questions-là qui illustrent ce reportage et qu'il va bien falloir, là aussi, faire des choix, des arbitrages sur les moyens que collectivement nous voulons consacrer à ces deux questions-là. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé revenir sur les moyens, mais peut-être d'abord, on va écouter
Gauthier, Arnaud Melchior. Oui. Ça m'a beaucoup amusé ce petit extrait, parce que dans une moindre, c'est à peu près dans la même configuration, mais je n'étais pas enceinte. J'ai déjà vécu, du coup ça me permettra de développer un point, mais à la fin de la 6e, on m'a envoyé très loin. Et puis j'étais pas très content d'aller visiter les Alpes, donc j'ai tout fait pour me faire renvoyer. J'y suis arrivé, et au bout d'un mois, donc après la période, à l'issue de la période d'essai, je suis revenu dans mon département d'origine. Et le conseiller territorial qui m'accueille, alors j'ai passé la journée dans le taxi avec mes affaires dans des sacs poubelles, me dit personne de votre toi va attendre dans le couloir. Et en fait, ce qui me touche, c'est que si jamais il n'y a pas de solution, déjà, ce qui compte beaucoup, c'est la parole, la manière dont on s'adresse aux personnes. Déjà, je suis extrêmement touché par la délicatesse de cette personne, contrairement à moi, qui j'en veux plus, mais qui m'a plongé dans une angoisse terrible. Il faut toujours essayer de se mettre dans la place d'un enfant qui, même s'il fait tout pour mettre en échec, c'est peut-être qu'il y a une grande souffrance pour mettre en échec. Quand on est bien dans sa peau, on essaye d'être bien là où on est. Donc je crois qu'enfoncer le clou en disant bah oui, vu que je fais le cirque, personne ne veut de toi, va attendre un couloir, c'est encore plus destructeur qu'autre chose. Donc là, je trouve que son positionnement est extrêmement positif. Et évidemment, je vous rejoins sur le fait qu'il y a un manque de moyens. Et je dirais qu'il y a un deuxième point, c'est l'idée de j'arrive là où j'arrive sans mon dossier. Et ça me fait penser à ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire que je suis arrivé dans une structure en construction et dans un autre département, puisque dans mon département, a priori, j'étais marqué à l'encre rouge. Bon, j'avais rien fait d'exceptionnel non plus. Et j'arrive là-bas, il sait à peine comment je m'appelle, et il y a un lien qui s'est créé avec cet éducateur. Je trouve que ce qui est très important, c'est parfois aussi le lien lorsque le jeune est dit incasable, même si la terminologie me pose question, parce que, encore une fois, incasable, est-ce que nous, on a été capable, nous, je sais pas, est-ce que la protection de l'enfance a été suffisamment capable de décliner les cases pour qu'elle puisse s'adapter aux jeunes, et non pas prendre un jeune et le mettre dans des cases. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette idée de, parfois peut-être, essayer de favoriser les liens sans arriver avec une pile de dossiers, sortir de la démarche administrative, responsabilité, règles, cadres, pour faire de l'humain. Et faire de l'humain, c'est accueillir une personne avec son histoire sans tout lui demander de déballer dès le début, mais finalement de découvrir l'histoire de cette personne, évidemment avec les précautions qui s'imposent parfois, pour découvrir son histoire en créant du lien. Et du coup, j'ai l'impression que le lien avec l'histoire de Brecht et du fleuve, et c'est-à-dire comment aussi, effectivement, on arrive à créer des rives qui encerclent pas trop le fleuve, et qui lui permettent au contraire de trouver sa voie. J'ai l'impression que la métaphore, du coup, elle me reste dans la tête, me semble assez juste. La question que, du coup, je trouve que tous les deux vous posez à votre manière, et moi que je me pose, avec cette séquence en tout cas, c'était vraiment la question aussi de... On a l'impression que si la jeune, en l'occurrence là, et n'est pas casable entre guillemets, l'éducatrice aussi est épuisée, et qu'en ce sens on a l'impression qu'il n'y a que des institutions qui se rejettent la balle d'une certaine manière, et moi je peux pas ne pas me demander en voyant Élise, mais pourquoi on n'a pas d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres solutions qui seraient peut-être aussi, alors je pense comme ça au parrainage de proximité, c'est un appui avec la société civile, quelque chose. C'est pour ça que là, la question des moyens, même si elle est centrale, est-ce que c'est qu'une question de moyens ? Est-ce que c'est pas aussi... Bien sûr qu'elle est centrale, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une imagination à avoir, un lien avec la société plus forte à instaurer, et qui ne se résumerait pas à plus d'éducateurs, mais aussi peut-être plus de monde éducatif ? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut, face à un certain nombre de situations, imaginer toutes les solutions possibles, toutes les alternatives possibles, y compris... je pense qu'il y a des choses à faire chez un certain nombre de familles d'accueil, y compris du parrainage, y compris... Bien sûr, tout ça est vrai. Mais enfin, là, je veux dire, il n'y a pas de... ces collègues qu'elle avait en ligne, c'est les institutions, les autres services qu'elle avait en ligne, ils ne sont pas malveillants.
Je pense qu'ils ne sont pas plus dans un état d'esprit malveillant que le sien. Ils sont simplement face à une pénurie. Et donc, encore une fois, je crois que la société française, mais il n'y a pas de responsabilité. Moi, je ne pointe pas de responsabilité particulière, c'est pas plus la responsabilité de ce gouvernement ou d'un précédent. Il faut que l'ensemble de la société se dise aujourd'hui que par rapport à la question de l'enfance et de la jeunesse, eh bien, eu égard aux situations auxquelles nous sommes confrontés, encore une fois, quand je vois le taux de pauvreté chez les jeunes aujourd'hui, quand je vois cette caractéristique, le chiffre qui a beaucoup circulé, un quart des sans domicile fixe qui seraient des jeunes étant passés par l'aide sociale à l'enfance, il faut qu'on fasse un choix collectif d'investir beaucoup plus massivement pour l'enfance et la jeunesse dans ce pays. Et en particulier, parce que c'est celle qui est confrontée aux plus grandes difficultés, les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Et j'insiste encore une fois, je fais le lien avec des questions d'actualité, mais il y a un certain nombre d'études, de chiffres qui sortent actuellement sur la situation en particulier de l'immobilier et du logement à Paris. Il faut qu'on fasse le choix, là encore, de logement et d'hébergement à des prix abordables. Parce que face à ce type de situation, eh bien, il n'y a pas de réponse possible s'il n'y a pas de place de logement et d'hébergement en nombre bien plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Quand vous avez dans des zones tendues des prix de sortie du logement qui sont inabordables, eh bien oui, les réponses aujourd'hui pour les institutions qui doivent héberger et loger des jeunes en situation difficile sont inaccessibles. Bien, là, il faut faire des choix courageux, là aussi. Oui. Alors je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faille mettre plus de moyens, mais là, dans ce cas-là, si on le reprend, même s'il y avait une plus grosse enveloppe, se poser la question en fait du mode d'accueil. Enfin, on peut lui trouver une chambre d'hôtel et puis elle peut, on peut ça se trouve de l'argent. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être trouver si il y a de l'investissement, si on met de l'argent. Je ne pense pas que face aux jeunes qui sont dits incasables, puisque c'est le sujet, si on crée 10 000 places de MEX, tant que le système de la MEX ne correspond pas à la personnalité du jeune, il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a aussi une question de développer des pratiques et aller plus loin. Il n'y a pas qu'une question de création de places, il y a aussi une question de création d'autres modes d'accueil. Oui, puis l'un n'exclut pas l'autre. Oui, mais en l'occurrence, je ne crois pas que face à une situation comme celle-là, la question des moyens qui seraient supplémentaires, il faudrait les utiliser pour prendre plus de nuitées d'hôtel supplémentaires. Parce que je ne crois pas que ça corresponde aux besoins de cette jeune femme telle que la situation nous est décrite. Donc, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, face à la pénurie d'un certain nombre de structures d'hébergement, avec un accompagnement adapté à des situations différenciées, eh bien, face à la pénurie, la réponse, c'est bien souvent effectivement des nuitées d'hôtel pour traiter simplement la mise à l'abri. Et on se retrouve ensuite avec l'aggravation d'un certain nombre de situations et de difficultés. Donc je pense vraiment qu'il faut faire des choix courageux en matière aussi de politique publique du logement et de l'hébergement. Mais il y avait aussi toute la question, l'éducatrice parlait des appréhensions. Il a été agresseur, etc. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit. Et puis, à un moment donné, cette jeune femme ne pouvait pas être accueillie dans un endroit où elle aurait pu être accueillie, où il y avait de la place, parce qu'il y avait un risque de passage à l'acte. Donc, moi, je pense qu'également, mais évidemment, je ne suis pas utopique et complètement décalé de la réalité. Je me rends bien compte que parfois, il y a des jeunes qui posent de tels problèmes que ça puisse faire peur aux travailleurs sociaux. Mais je pense que, par exemple, pour cette jeune fille, il y avait une place, il y a des choses possibles. Il manque des moyens, bien entendu. Je n'ai pas dit que tout était, qu'il y avait le parc n'était pas saturé. Mais il y a aussi la question de est-ce qu'il y a des endroits, ne peut-on pas créer des endroits avec peut-être un peu plus de moyens, un peu plus de personnes, où on a droit à une deuxième chance, où on peut arriver... Voilà, j'arrive avec mon bébé ou avec mon bébé dans le ventre, j'arrive avec mes casseroles ou mon dossier pénal qui est comme ça, ou mon ordonnance comme ça, et on recommence.
Et du coup, moi j'ai l'impression que vos deux propos ne s'opposent pas du tout, enfin ils se complètent plutôt, parce que la question des moyens, des structures, etc. est indiscutable. Et en même temps, effectivement, si on réduit, on sent bien tous que si on réduit la question qu'à ça, c'est une condition, disons, nécessaire, mais pas suffisante. Enfin, c'est ce que je comprends dans votre échange. Ça ne suffit pas d'augmenter les moyens, il faut aussi penser la manière dont on accueille, et la question de l'hospitalité au sens large du terme. Peut-être une question, on va courir un peu dans quelque chose qui vous brûle, qui vous donne envie de poser une question maintenant. Oui, bonjour, je suis Nicolas Boigeau, je suis directeur d'une association en région Centre. Et le petit film et la réaction des intervenants m'amènent à deux réflexions. La question de la solidarité nationale aussi. C'est-à-dire que très concrètement, cette éducatrice qui cherche une place, elle a son logiciel, c'est localisé dans son périmètre, elle ne trouve pas de place. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que dans des régions rurales, vous avez des structures qui aujourd'hui ferment des places parce qu'il y a des coûts de structure importants, parce qu'en effet, la question des placements des jeunes dans ces départements ruraux viennent en concurrence avec des coûts pour les personnes âgées, par exemple, pour le handicap. Donc aujourd'hui, si on raisonne la protection de l'enfance uniquement sur un périmètre serré, vous vous retrouvez avec des départements, en effet, qui sont surchargés. Alors qu'au niveau national, si on pense à la protection de l'enfance comme une responsabilité réellement de l'État, on se retrouve avec peut-être des moyens qui ne sont pas exploités, avec des structures et des savoir-faire qui disparaissent. Deuxième remarque, concernant l'intervention de la dame qui bosse en CESAD, aujourd'hui, il y a des possibilités, des choses à inventer. Nous, on a eu le cas dernièrement où, enfin, par rapport à des situations de jeunes placés protection de l'enfance, mais pris en charge dans le médico-social par rapport à des troubles associés, c'est quelque chose d'assez rêvé. Les ARS ont débloqué des fonds. Alors c'est la première fois que ça arrive. On a eu un placement dans des départements qui ont payé des places en maison d'enfants à caractère social et les ARS qui ont financé des postes supplémentaires pour pouvoir épauler les équipes, pour justement casser ce processus de jeunes incasables. C'est-à-dire qu'enfin ces jeunes puissent se situer, se placer, s'installer dans une structure. Complètement dans l'esprit de la loi 2005, c'est-à-dire en gros on compense ce handicap et on apporte des moyens susceptibles de les maintenir dans des structures adaptées. Voilà, c'était les deux remarques que je voulais apporter. Vous avez raison, il y a une expérimentation par exemple, je crois, dans un certain nombre de départements, en particulier je crois Loire-Atlantique, avec des appels à projets communs ARS départements sur la question du soin et en particulier du soin psychologique. Je pense qu'il y a là vraisemblablement quelque chose peut-être à généraliser, à développer compte tenu de ce qu'on constate tous par rapport aux jeunes et aux enfants que nous suivons au titre de l'aide sociale à l'enfance. Deuxième, je sais pas, j'en fais une deuxième, en tout cas plus une remarque d'ordre général. Là aussi, c'est votre intervention qui m'y fait penser. Moi, je suis un partisan de la décentralisation, mais force est de constater que sur un certain nombre de politiques publiques, et en particulier sur les politiques de solidarité, les transferts qui ont été massifs à la fois dans les années 80, mais en particulier aussi avec le transfert des allocations individuelles de solidarité à partir des années 2000, 2004, je crains que ça renforce les inégalités entre les territoires. Et donc il faut qu'il y ait, du point de vue de l'État et de la puissance publique, des mécanismes péréquateurs, à la fois sur le plan financier, mais aussi que l'État joue son rôle pour veiller à ce que ces politiques de solidarité, de protection sociale, elles puissent se décliner de manière plus homogène sur l'ensemble du territoire national, parce qu'il n'est pas acceptable qu'en fonction des situations, des ressources des territoires ou de leurs habitants, eh bien, nos concitoyens ne puissent pas bénéficier des mêmes politiques publiques à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup pour ce récit. Oui. Moi, j'apprécierais beaucoup. Alors, je vais dire que ça se trouve, je me trompe et c'est déjà le cas. Mais c'est pas grave, je passerai pour un idiot. Mais, je ne sais pas si dans le PPE, il y a une case activité plaisir. Et je pense que ça devrait être obligatoire de financer un lieu qui appartienne à l'enfant et qui corresponde à sa personnalité, de la danse, de l'escrime, n'importe quoi, la marche à pied, enfin un lieu où il peut développer le goût du plaisir
et avoir un univers à lui. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense qu'il peut apaiser la violence. Et puis j'ai aussi une remarque d'ordre général, parce qu'il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, et probablement que toutes les personnes dans cette salle ici ne vont pas à l'encontre ne font pas négativement, je dirais, ce que je vais dire. Donc je sais pas, c'est plutôt un appel idéaliste. Je crois qu'il faut vraiment toujours avoir à cœur de donner aux enfants, au début de l'adolescence et même avant, le goût des études. Parce que j'ai jamais eu aucun éducateur, mais je jette pas la pierre, hein, je dis ça avec beaucoup de respect. Je n'ai jamais eu aucun éducateur, je pense jusqu'à l'âge de 15-16 ans, qui m'ait donné goût aux études. Et je pense que c'est extrêmement important. J'y crois, je suis républicain vraiment très très attaché, j'aime l'école, et je pense que l'éducation nationale est un très bon partenaire. En tout cas, il doit y avoir une réflexion pour associer au mieux l'éducation nationale à la protection de l'enfance. Et vraiment, je pense qu'il faut donner le goût des études aux jeunes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir.